Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Vous l'avez probablement vu, ces images assez incroyables. Elles nous viennent du large du Brésil avec le tout dernier fleuron. On peut en être fier de notre Airbus hélicoptère quasi national. C'est le H160 qui est tout beau, tout neuf, qui a été certifié il n'y a pas très longtemps et qui vient de nous faire une sorte de Sully. Vous vous rappelez cet amérissage sur l'Hudson? Bien là, on a la version hélicoptère. Alors ça tombe bien parce que cette semaine, j'étais justement avec des opérateurs d'hélico pour une journée sécu et ils m'ont clairement expliqué qu'en tant que pilote d'avion, eh bien, je suis ce qu'ils appellent un paralysé de la voilure. Il ne faut pas oublier que tout pilote de chasse que je suis, j'ai mon domaine de compétences et pour ce qui est des voilures tournantes comme ça, je ne suis pas tout à fait un expert. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a la chance de recevoir en guest sur la chaîne quelqu'un qui est pilote pro hélicoptère depuis 2008, qui a fait de l'écureuil, qui a fait du dauphin, qui a 6400 heures de vol et qui, j'espère, vous n'avez pas rencontré ces 3 dernières années parce qu'il vole sur 145 D2, D3 avec un opérateur qui travaille pour le SAMU. Ça veut donc dire que si vous avez un problème, vous allez peut-être voir William, je vous ne le souhaite pas, avec mes vœux de nouvelle année. Et juste avant d'attaquer, je voudrais vous présenter notre partenaire du jour que vous connaissez, qui est Incogni. L'objectif, c'est de vous aider directement à protéger votre vie privée, à réduire les risques d'être embêté, les risques de voir vos données personnelles exploitées contre vous. Et pour ce faire, c'est comme dans l'aviation ou au combat, une checklist, 3 étapes. La première, vous cliquez sur le lien juste en dessous, vous créez votre compte. La deuxième, vous autorisez Incogni à travailler pour vous, à supprimer et demander la suppression auprès des courtiers de vos données personnelles qui sont actuellement vendues sans votre consentement. Et en 3, il vous envoie le rapport. C'est très militaire. Ça va vous permettre de reprendre le contrôle de vos données et pour vous pousser à la bonne décision en ce début 2026, 60% sur leur abonnement annuel avec le coupon, le lien attéchué, juste en dessous. Jingle. Toujours est-il, juste avant de rentrer et d'avoir accès à son expertise, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne très rapidement sur cette fierté française qui est Airbus Hélicoptère. Il y a 2-3 petites choses à savoir. Déjà, si vous passez par Marignane, à Marseille, vous allez voir leur usine. Mais ils ne fabriquent pas le H160 que là. En fait, il est assemblé un petit peu partout. Le H160, c'est anciennement le X4. Ça vaut 13 à 15 millions de dollars pièce. C'est propulsé par 2 moteurs Arano de 1280 chevaux. Et spécificité, ça fait 6 tonnes. Et ça a 5 pales. Le tout premier vol, c'était en 2015. Et l'assertif, je vous ai dit, c'était il n'y a pas longtemps, c'était en 2020. Le premier client, c'était, ça me fait marrer parce que le nom de la boîte me fait rire, All Nippon Hélicoptère. Du coup, ils ont acheté européens et français. Ils les ont mis en œuvre à partir de 2022 et c'est quelque chose qui marche bien. Et le H160, j'ai un copain de promo, c'est le pilote d'essai de la marine pour la mise en place et l'arrivée de la version IL, l'hélicoptère interarmé léger, car oui, on a des versions militaires qu'on va appeler le Guépard, vous allez entendre parler. Donc c'est un hélico qui sait à la fois faire la guerre et sauver des vies dans le futur ou transporter des gens. Il peut quand même transporter pas mal de monde sur près de 900 km. Il est vendu pour 12 packs. Une fois qu'on a dit tout ça, si on veut faire simple, vous connaissez le Dauphin, pas le flipper mais l'hélico, il y en a 1100 qui ont été fabriqués depuis 1975. Ça a fait 6 millions d'heures de vol, 240 quand même clients à l'export dans 72 pays. Et si vous cherchez son successeur, c'est très simple, c'est le H160. Pour la petite histoire, les pales, avec leur technologie Blue Edge qui réduisent de 50% le bruit, ce qui n'est pas du luxe, c'est fabriqué à Duny. Le fuselage, c'est en Allemagne. La poutre de queue, il faut aller voir Daher, Atarbes et Albacete en Espagne. Et pour la petite histoire, le fenestron, qui est une fierté française, inventé par Sud Aviation, sur cet hélico, il est incliné à 12 degrés, ce qui permet d'aider à la sustentation. Et ils ont même fait un truc quand même génial, quand on vous dit qu'on a des super ingés, ils ont créé un empennage biplan. Quand vous pensez biplan, vous pensez peut-être à la Première Guerre mondiale, mais ils ont breveté cet empennage biplan de manière à réduire le cabré lors des décélérations. Du coup, tu peux décélérer plus fort sans prendre le risque de toucher de la queue, comme ce Puma dont vous avez peut-être vu la vidéo. Maintenant, si vous vous posez la question qui nous achète ça, un peu les Américains, des Espagnols, forcément des Brésiliens, l'Arabie Saoudite, mais le gros contrat, rappelez-vous, c'était la Chine,
avec Jeddah, qui est un loueur pour du pétrolier, pour du médical, et pour également aller sur de l'éolien offshore. Et là, forcément, on fait un tout petit détour d'un point de vue industriel, parce que Airbus Hélicoptère a installé, et ils ont ouvert en 2019 une usine afin de fabriquer une centaine de H135 directement en Chine, à Qingdao pour être précis. Ça a été signé en 2016. Les ingénieurs et les mécanos ont été formés directement en Allemagne et, c'est moins connu, il y a un hélicoptère en coopération 50-50 entre Airbus Hélicoptère et Avic, ils appellent ça Avicoptère. C'est le H175, Z15 pour les Chinois. Et là, on peut quand même le spécifier. Il y a eu un grand travail entre Safran Helicopter Engine et une entreprise chinoise pour fabriquer le WZ-16, qui est une sorte de game changer pour les Chinois. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils n'avaient pas de moteur, ils n'avaient pas la technologie pour faire de l'hélico lourd. Et donc ils se sont associés avec Airbus Hélicoptère, associés à 50-50, ce qui a amené derrière le Safran à fabriquer ce moteur chinois qui peut être utilisé pour le civil. Mais si on regarde un tout petit peu l'histoire, ce qui s'est passé avec le Dauphin dans les années 80, quand on s'est mis à leur vendre la licence, ça a fini avec le Z9 qui a été militarisé et qui après a été vendu sur des contrats export contre le Dauphin. Bref, affaire à suivre, c'est pas le fond de la vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est décollage de cabots finaux pour aller sur Deep Blue 9 Delta Bravo Lima. Et comme c'est pas mon truc la voilure tournante, il est l'heure d'accueillir notre guest, William, qui va nous décoder un petit peu tout ça, parce que moi, perso, les hélicos, je vous cache pas, ça me fait peur. Du coup, merci d'être là, William. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, avec ton expertise, avec ton bagage, pourquoi ils se sont posés sur l'eau et pourquoi Airbus nous a sorti cette consigne qui, si j'ai bien compris, dit qu'il faut changer des pièces au niveau du rotor principal? Bonjour à toi, bonjour à tous. Salut YouTube. Donc, en fait, c'est assez simple. Sur cet hélicoptère qui est de nouvelle génération, comme tu l'as très très bien décrit et expliqué, l'équipage a eu entièrement raison de faire un ditching dans les meilleurs délais. La machine est conçue pour amérir et conçue pour atterrir. Et là, ils ont vraisemblablement eu des vibrations très importantes, comme on peut le lire sur la Safety Notice, première page, première ligne du 4e paragraphe. Ils ont vraisemblablement dû voir des vibrations au niveau soit des commandes de vol, donc pas générale et manche, soit au niveau du plancher. Et tu peux faire différentes actions pour voir si déjà en palier, en diminuant la vitesse, si oui ou non les vibrations diminuent. Tu peux faire différentes actions, mais quand les vibrations sont trop importantes, là la meilleure option c'est ditching. Donc c'est vraiment c'est l'interruption de vol. C'est-à-dire que nous, en avion ou avec des hélices, des fois, tu peux avoir des régimes vibratoires. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que de base, un hélico, ça vibre. Donc pour que ça fasse peur à l'équipage, il faut vraiment que ça vibre fort. Tu as déjà eu, toi, ce genre de truc sur tes milliers d'heures de vol? Ça m'est arrivé sur 130 B4 et sur 145 D2 où la machine elle va vibrer un petit peu, mais ça reste acceptable. Ça reste acceptable, ça reste du tolérable. Une fois que tu arrives au sol, posé tranquillement, tout va bien. T'en parles à ton mécano qui va faire quelques petites inspections au niveau des pales, au niveau du réglage voilure, etc. Tu as plein de paramètres à gérer, à régler. Donc ça, on peut faire un point fixe après une fois au sol avec le mécano pour voir si, c'est-à-dire que la machine est au sol. On fait des essais moteurs. On peut faire également un stationnaire, faire un petit vol également en croisière de quelques minutes, voir si le problème a été résolu. Mais généralement, ça se passe très bien. Là, ils sont en mer. Ils sont à plusieurs minutes de l'arrivée. Les vibrations qui sont un précurseur d'une rupture. Donc là, en croisière offshore, tu n'as pas d'option terrestre, clairement. Temps de réaction est très court. Le 160 est conçu pour amérir, flotter. Là, tu le vois sur les vidéos, que ce soit la vidéo vue du dessus avec le 225 qui est à côté, qui va se récupérer tout le monde, et également quand ils sont dans le canot de sauvetage, tu vois que l'hélico, il va peut-être, j'espère en tout cas, être récupéré rapidement et être remis en vol. Voilà, tout a été fait en sécurité. L'hélicoptère est équipé de 4 bonbonnes de container avec un gas cylinder pour pouvoir percuter des 4 gros flotteurs. Donc en plus sur celui-ci, j'ai regardé un peu le THM. Tu as Technical Helicopter Handbook and Manual. Tu as 4 bouteilles, une par ballon.
Franchement, au niveau sécurité, nickel. Tu as également un système d'emergency flotation qui est en place. Donc, soit tu peux le mettre en manuel, etc. Franchement, ils ont bien fait, sachant que sur ce genre de choses, faut mieux prévenir et amérir que d'avoir à désintégrer en vol. Parce que là, c'est clairement ce qui se serait passé. Toi, tu as une grosse expérience du côté de la Méditerranée. Quand tu fais tes simulateurs, quand vous faites votre entraînement, toi, nous, dans la ligne, par exemple sur 737, quand je fais ma QT, on m'a pas fait d'exercice d'amérissage. Je sais que certaines compagnies le font, c'est extrêmement rare, parce que statistiquement, pour que ça arrive, pourtant, il y a un bouton ditching, amérissage, sur Airbus. Euh, Toi, en tant que pilote d'hélico, est-ce que l'amérissage, parce que là, si on regarde, il y a quand même dans l'histoire des hélicoptères, il y a eu pas mal d'amérissage, et ça se passe d'ailleurs plutôt bien pour les hélicos faits pour. Est-ce que vous êtes entraîné à amérir? Qu'est-ce qu'on vous demande de faire en particulier pour un amérissage? Où en est la culture en fait? Parce que là, c'est intéressant de voir le tout nouveau gadget, le shiny new object, pouf, qui finit à l'eau. Ça se passe très bien, bravo. Mais ça a l'air d'être assez présent dans votre culture. Est-ce que vous y entraînez régulièrement? Tous les pilotes d'hélicoptères qui ont fait des vols au-dessus de la flotte, on doit faire des stages. Tu pourras passer éventuellement les quelques photos. Des stages tous les 3 ans. Stage UET pour Helicopter Underwater Training avec Evacuation. Et du coup, on est habitué à tous les 3 ans à repasser déjà en termes d'équipement, de sécurité. Donc ça c'est la partie procédure d'évacuation après l'impact dans l'eau, ou comme on peut faire des fois dans la ligne, ou comme on fait par exemple dans la marine au C100. Pour ce qui est de optimiser tes chances pour la phase juste avant, ça vous le faites au simu ou pas? Ouais, alors on le fait, que ce soit en vol réel ou au simulateur. Ça, et sur mono et sur biturbine. Ça, on le fait systématiquement. Et donc, on a une procédure que je peux t'expliquer rapidement. C'est du classique, qu'on soit sur une machine mono ou pas. On est couplé sur une machine bimoteur. Tu passes ton Mayday 3 fois, tu donnes ton IMAT, et puis ensuite, tu mets 7700. Et puis tu fais ta procédure avec les actions vitales qui vont bien, avec la balise de LT. Tu gonfles ton canot si c'est pas en automatique. Et puis après, tu ditches. C'est quelque chose qu'on fait en vol réel sur monomoteur et au simulateur sur bi. Tu peux également simuler en vol sur bimoteur, mais généralement ça le fait sur simulateur. Ma compréhension du monde de la voilure tournante, c'est que vous avez plutôt tendance à voler assez bas. Ils sont en transit. Ils vont être, à ton avis, pour du transit offshore, tu montes à combien à peu près? Ça dépend des conditions, mais là, si c'est en fin de vol, tu peux être en descente, par exemple, 2500, 3500 pieds. Ok, donc on va dire, parce que tu connais bien le dauphin, tu es en dauphin à 3000 pieds. Qu'est-ce qui peut se passer? C'est-à-dire, ma compréhension, c'est que tu peux avoir une panne moteur qui t'amène, du coup, si j'ai bon, à faire une autorotation. C'est-à-dire que tu n'as plus de puissance, donc tu baisses le nez, tu vas chercher de la vitesse. Comme ça, la vitesse, le vent relatif fait tourner ton truc, tes hélices, et au dernier moment, tu cabres. Et là, tu as une toute petite fenêtre pour annuler ta vitesse verticale, ce qui te permet de toucher avec un vario correct. En mono, oui. En bi, tu as un deuxième moteur, donc tu peux déjà voler à vitesse réduite sur un seul moteur. Ça, c'est déjà un gage de sécurité qui n'est pas négligeable. Sur mono, tu n'as pas le choix. Tu as une altitude de rétablissement en monomoteur? C'est-à-dire que... Oui, qui se calcule. Alors, non, en monomoteur. Pardon, en bimoteur, ouais, mais quand tu es en N-1. Ouais. En bimoteur, oui. En bimoteur, oui. Que ça se calcule par rapport aux températures. Mais c'est impactant pour vous, genre en dessous de 3000 pieds, parce que dans la ligne, c'est en gros, il faut descendre au niveau 150. Mais vous en dessous de 3-4 000 pieds, ça peut être impactant ou vous avez de la réserve de puissance? On a de la réserve de puissance. L'hélicoptère est capable de tenir le stationnaire. Si en plus, sur une nouvelle machine comme le 160, on a une blue line qui indique clairement qu'au première mise en stationnaire de la machine, le régime qui te permet de tenir le stationnaire sur un seul moteur, ce qui est déjà énorme. C'est ce qui prouve déjà la puissance du fonctionnement d'un moteur seul. Ça, c'est déjà énorme. Ensuite, tu dois connaître ton environnement et puis également si tu parlais d'un problème moteur, tu peux remettre le moteur en fonctionnement. Si tu as une coupure moteur, tu peux le désengager et le remettre en fonctionnement.
Donc ça, c'est déjà encore un grand gage de sécurité. Donc c'est-à-dire que là, pour revenir au H160, ils sont en vol, ils sont en transit, ils ont 2 moteurs, ce qui est quand même un super gage de sécurité, qui fait que si un moteur lâche à vitesse réduite, ils peuvent quand même y aller et toujours faire du stationnaire. Donc même, c'est-à-dire que tu peux même, si ça va en termes de masse et de température, il fait quand même chaud là-bas, tu peux quand même te poser sur la plateforme en monomoteur, ce qui est quand même stylé, même si tu dois pas avoir beaucoup de marge, ça va pas être fun, je pense qu'ils font plutôt demi-tour. Moi, Je m'avancerai si pas vraiment là-dessus. t'as pas le choix, je pense à mes collègues marins en Je fait, c'est m'avancerai pour pas ça. là-dessus. Ça serait plus de te permettre d'avoir de l'énergie, d'avoir du Parce temps. que là, je pense à mes collègues marins en pleine mer, c'est quand même pas évident. Mais si on en revient à ça, le seul cas vraiment où tu te dis, ce qu'on appelait nous dans l'avion, c'est interruption volontaire de vol, ça va être un incendie, un feu à bord non maîtrisable, ou ça va être des vibrations. Il y a autre chose qui peut amener l'équipage à se dire j'arrête les frais, je vais à l'eau ou pas? Avec une machine toute neuve? S'ils sont en vol au-dessus de la flotte, le premier truc, ça sera le premier point atteignable au sol. Si tu n'as pas le choix, effectivement, tu as différentes possibilités de tenter un réallumage moteur si c'est le cas. Si c'est un problème de vibration, là, ça peut être plein de choses, mais là, quand tu es en vol, il faut impérativement gérer l'urgence. Là, la cause exacte, en l'occurrence, elle n'est pas encore connue. La décision de ditching, elle n'est pas de gaieté de cœur. Tu vas parce que c'est la dernière option t'as des vibrations qui ont été jugées anormales, significatives en vol, qui vont alerter l'équipage et qui vont se dire voilà, là on n'a pas le choix, on doit prendre en compte ces éléments, même pour un hélicoptère moderne, t'as des vibrations soudaines, croissantes, qui sont signes d'un signal d'alerte majeur. Elles peuvent annoncer une défaillance imminente du rotor et de la transmission, ce qui ne laisse aucune marge de temps. Donc là, tu prends ta procédure et tu... Est-ce que tu as fait des hélicos qui te donnaient la puissance des vibrations? Parce que dans la ligne, on a des moteurs, on a également des problèmes de vibration moteur dans certains cas. Et donc, tu as des références également où tu sais qu'au-dessus d'un certain niveau de vibration, par exemple, pour couper le moteur. Est-ce que vous pouvez le piloter également? Parce que le fond de ma question, en fait, c'est comment est-ce que vous faites pour éviter la tunnelisation de l'équipage qui se dit ça passe à fond, je la joue, tu vois, je la joue gagnante. Comment est-ce que tu forces, parce que c'est très dur avec un hélico tout neuf et tout, l'équipage à se dire là, ça vole encore, mais j'arrête les frais, je mets la machine à l'eau. Un peu comme tirer un parachute de secours sur LM. C'est de la sensation, et là, quand vraiment tu as des vibrations au niveau des commandes de vol, au niveau du plancher, quand vraiment ça devient malsain, là, il faut prendre la décision. Ok, d'accord. Tu peux effectivement agir, hein. Tu peux, déjà dans un premier temps, tu peux baisser la puissance, hein. Donc tu vas avec le PA diminuer la vitesse en palier. Tu peux tenter de faire des différentes variations d'assiette. Et puis après, tu prends la décision. Ok. Et je pense qu'ils ont bien fait. Ils ont bien, ouais, carrément. Excellent. Excellent. T'as envie de faire du H160 ou pas? Carrément. Mais il y a des choses dans la vie il y a un timing qu'il faut respecter. Bon, Airbus hélicoptère, si vous voulez permettre à William d'aller faire un petit tour de simu, déjà, n'hésitez pas. Hein. Moi, je dis ça. Il a dit que du bien de votre hélico. Donc, moi, je dis ça, je dis rien. En plus, il est dans le sud-est. Mais très bien, n'hésitez pas. Il y avait plein d'autres choses à évoquer. Mais vas-y. Qu'est-ce que on t'écoute? C'est par rapport aux équipements de sécurité qui ont été mis en place sur cette machine. On peut parler également des procédures d'urgence à mettre en place. Et c'est une très très belle machine qui vole très très bien. Moi, j'ai eu la chance de voler sur les Dauphins, sur 155. Ce sont des machines absolument incroyables. Ce sont des tapis volants très performantes. Tu peux être posé sur des bateaux, en montagne, au ski. Enfin, c'est vraiment incroyable. C'est quoi ton meilleur souvenir aux commandes d'un de ces hélicos? J'en ai plusieurs. Ça va être très difficile. Sur Dauphin, sur une mission à Capri, c'est pas fini. Sur 145 D2 de nuit en montagne. Ça, c'était il y a à peu près un an. C'était incroyable. T'es à quelle hauteur? T'es à quelle hauteur du relief de nuit en montagne avec ça? On était haut. Là, j'ai plus, on a suivi le relief, donc on avait pas mal de. On était en toute tranquillité, mais
Il y avait cette nuit-là, il y avait pleine lune, Ah oui. très bonne météo. Il y avait de la neige du coup, donc tu vois comme on en plein voyait, jour. c'est ça, on voyait de la neige. Enfin, c'était en décembre, donc on voyait vraiment la neige au-dessus et tout. C'était un de mes plus beaux vols, clairement. J'en ai eu plusieurs, mais celui-là, c'était vraiment mémorable. Donc, c'est une mission de service public. On voyait même carrément des fois, je me souviens me pencher pour un peu voir la voûte céleste, tellement c'était clair. Forcément, tu n'as aucune pollution lumineuse. Et puis, belle mission en plus, avec belle coordination, gendarmerie, pompiers, service du SAMU et tout, donc belle mission. Et sinon, des vols ici, hein, Corse, Sardaigne, Saint-Tropez, l'Italie, ouais, plein de très beaux souvenirs. En termes de service public, du coup, ça fait 3 ans que tu fais ça. Est-ce qu'il y a un sauvetage, tu vois, une personne que vous avez sauvée en particulier qui t'a marqué? Toi, comment tu intellectualises le rapport justement aux personnes que tu transportes derrière? Parce qu'on dit faut compartimenter tout ça, mais t'es quand même humain. Est-ce il y a des cas en particulier qui t'ont marqué? Parce qu'il faut pas l'oublier, hein, l'hélico, ça permet de sauver des vies tous les jours, hein. Il y en a plusieurs. Moi, je t'avoue, j'ai pas mal de mes collègues qui, une fois qu'on est posé, ils vont directement sur le site aider les ambulanciers, infirmiers, médecins, etc. Moi, je préfère rester à l'hélico ou aller aider les pompiers s'il y a besoin de brancarder ou autre. Je préfère rester à l'hélicoptère pour ne pas trop justement euh, subir des montées. C'est sûr. Voilà. Enfin, je pense que c'est clair. Mais après, il y a des choses un peu délicates, oui, qu'on peut être à même de voir et d'être témoin, malgré nous, notamment des accidents en moto, des accidents de la route, qui sont parfois un peu difficiles. Puis des fois, on se pose vraiment dans le village, près des habitations, et voilà, forcément, tu as toute la communauté du village qui vient près de nous, on reste près de la machine, hein, on répond aux questions. Et puis, quand il est l'heure de partir, on leur fait signe qu'on va générer beaucoup de souffle et qui, pour leur sécurité, qu'ils soient bien voilà. Puis après, généralement, tu as toujours gendarmerie ou police ou pompiers qui sont là pour nous aider et pour assurer la sécurité de la machine. En tout cas, merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous. Écoute, j'étais très heureux de faire cette petite vidéo avec toi. À la prochaine, j'espère. Et puis, plein de bons vols à tous. Si vous souhaitez qu'on creuse un petit peu avec William, n'hésitez pas à nous le dire juste en dessous. Ça pourrait faire, pourquoi pas, un bon épisode d'Aviation Legacy. À très vite sur la chaîne. Posez pas cassé, ou plutôt Améry pas cassé pour l'H160. Pour la petite histoire, avec William, on s'était rencontrés sur un stage. Notre prochain stage qu'on organise dans les Landes, eh bien, on vous met le lien juste en dessous. C'est prévu pour mai. À très vite sur la chaîne et fly safe.